Le sport, c'était plus une petite évasion après le boulot, entre collègues, entre amis. Au fond de moi, je suis pas fait pour rester derrière un bureau. Mes collègues me répétaient souvent « tu finiras coach, tu finiras coach ». J'étais quand même assez responsable de ce changement. C'est challengeant au quotidien. Je suis un peu pris entre je dois tout le temps travailler pour me constituer une rémunération et prendre du temps pour moi. Dans cet épisode, je discute avec Florian. À l'aube de la trentaine, Florian a fait un virage à 180 degrés. Il est passé de comptable à coach sportif. Au-delà d'une simple reconversion, c'est tout son mode de vie qui a été bousculé. Passionné, il nous raconte quels ont été ses challenges, comment il gère cette nouvelle vie et ce que le passage de la trentaine a eu comme effet sur lui. Bienvenue sur Enquête. Enquête, c'est un podcast où l'on s'interroge sur nos choix de vie, nos carrières, nos priorités et ce qui les régit. Je suis Désirée, je viens d'avoir 30 ans et ce passage m'a bousculé bien plus que je ne l'imaginais. Pour y voir plus clair, j'échange avec celles et ceux qui, comme moi, ont osé changer à ce moment-là. Si la trentaine est venue vous chambouler et que vous êtes en quête d'aspiration, alors bienvenue sur Enquête, épisode spécial passage à la trentaine. Auditeurs et auditrices, d'avance, je vous prie de m'excuser. La qualité sonore des 2 premières minutes d'enregistrement est mauvaise, mais je vous rassure, tout rentre ensuite dans l'ordre, donc restez avec nous. Salut Florian. Salut Désirée. Alors Florian, je commence le podcast systématiquement par cette question qui est: est-ce que toi aujourd'hui, dans ta vie pro-perso, tu te sens aligné? Est-ce que tu te sens en quête ou est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu trouvé ta place? Vaste question, on va dire que le Florian d'hier te dira oui, le Florian de demain te dira non, et celui d'aujourd'hui ne sait pas. Je dirais que faut nuancer un peu tout ça. Je suis un peu toujours en quête justement de cette recherche, de savoir de stabilité, de travail. Il faut faire la part des choses où ça peut empiéter aussi un peu sur ma vie perso. Aussi faire comprendre, on va dire, aux amis, à la famille, que des fois en fait je bosse pour moi. Du coup, tu as monté ton entreprise? Oui, tout à fait. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis du coup dirigeant d'entreprise, seul dans mon entreprise, le seul décisionnaire et gestionnaire de mon entreprise. Et dans quel domaine? Coaching sportif. Ok. Ou personal trainer, c'est un peu plus Ouais. à la mode. Et donc c'est venu d'où ce changement de parcours? Alors, changement de parcours, il vient de loin. Toujours fait du sport. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. Plus petit, c'était du badminton plutôt à haut niveau. Ensuite du foot. Les études supérieures ont fait que j'ai un peu lâché le sport, mais j'y suis revenu pour des raisons personnelles qui m'ont fait me rapprocher plus de la course à pied, du renforcement musculaire, etc. pour au mieux adapter mon entraînement à certaines compétitions. Donc semi-marathon, marathon, trail, ultra-trail maintenant. Et t'es passé de quoi à quoi en fait? Avant d'être coach sportif, t'étais dans quel secteur? J'étais en comptabilité. Donc rien à voir. Travail très de bureau, très sédentaire. Voilà. Le sport, c'était plus une petite évasion après le boulot, entre collègues, entre amis, pour un peu digérer, on va dire, la journée de boulot. Alors que maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est mon quotidien, même si je dois toujours m'entraîner, même 2 fois plus, 3 fois plus. Et qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le monde de la comptabilité? Je pense qu'au fond de moi, je suis pas fait pour rester derrière un bureau. Je le pense sincèrement. Et en fait, j'ai été obligé de, on va dire, passer par ce milieu-là pour le comprendre. Quand tu dis obligé, c'est-à-dire par ta famille, tu t'es dit je vais faire des études supérieures et ça t'a amené au... On va dire c'est un peu un chemin tracé, mais comme beaucoup de gens, on va se dire je vais faire des études, ok, qu'est-ce qui me fait pas trop, qui me prend pas trop la tête au quotidien, on va dire ce secteur-là, ok, ça paye bien, ok, je vais me lancer là-dedans. Et en fait, je pense que beaucoup de personnes seront dans mon cas, mais on se rend vite compte que quand il n'y a pas de bonheur ou de plaisir à travailler dans un secteur, on se plaît pas et on part. Donc dès le départ, toi, tu as su que ça allait pas t'aller? Alors je suis passé par plusieurs phases. J'ai bossé donc du coup en comptabilité, j'ai fait toute mon alternance. Moi, jeune alternant dans un cabinet où je me suis plu. J'ai rencontré des gens très sympathiques, mais j'ai eu besoin de changement.
Je suis parti dans une plus grosse structure, plus gros cabinet, et en fait, je me suis un peu rendu compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et je suis revenu dans cet ancien cabinet. Et finalement, même en changeant de structure, t'étais toujours pas heureux, content de te lever le matin. Tu disais trouver du bonheur à ton quotidien. Oui et non, toujours cette nuance, blanc, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. J'étais plutôt content de voir mes collègues, des collègues très sympathiques, une ambiance de travail sympathique, un bon cadre de travail, mais je me plaisais pas dans les tâches quotidiennes que je devais réaliser. Du coup, je commençais à faire de plus en plus de sport pour justement m'évader un petit peu de ces tâches qui m'encombraient au quotidien dans mon travail, etc. Et est-ce qu'il y a eu un déclic? Ou est-ce que c'est venu un peu continuellement? Tu dis, de plus en plus, je faisais du sport pour m'évader. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, non, là, j'ai plus envie de faire de la comptabilité, c'est sûr? Alors, il y a eu un déclic, c'est venu en plusieurs phases. Première phase, on va dire 2015-2016, je commençais à faire les premières compétitions, donc semi-marathon, un peu comme tout le monde, on se lance dans des petits défis. Seconde phase, à partir de 2018, où ma mère a eu un problème de santé, où j'ai commencé à courir de plus en plus, justement pour m'évader, etc. Et en fait, c'est la petite graine qui a commencé à germer. Et donc, on va dire 2 ans, entre 2018 et 2020, où cette graine a germé un peu lentement. Mais elle était là, elle était présente. À partir de 2020, bon, on va pas se mentir, le Covid a joué beaucoup là-dessus. Courir, c'était permis avec les petits papiers, Ouais. si on avait signé l'attestation. Et en fait, j'ai commencé à courir de plus en plus. Et en gros, pour faire simple, entre 2020 et 2023, j'y suis allé vraiment un peu à fond sur toutes les courses, etc. Mes collègues me répétaient souvent tu finiras coach, tu finiras coach, tu finiras coach. J'ai fini coach. Bon, finalement, devenir coach, c'est un changement de vie complètement. Parce que tu vois, être comptable, c'est des horaires de bureau, 9h-17h. Tu faisais un peu de sport ailleurs, mais être coach sportif, c'est un entraînement aussi, toi, tous les jours. Comment tu as vécu ce changement de vie? Premièrement, pour moi, être coach, c'est de l'entraînement, mais la première chose, c'est de pouvoir transmettre des valeurs, on va dire un amour du bien-être, de prendre soin de soi au quotidien et faire comprendre que c'est l'un des meilleurs outils pour rester en forme le plus longtemps possible, pas vivre plus longtemps, mais être en forme le plus longtemps possible. C'est aussi se faciliter au quotidien certaines tâches, porter des choses, tirer des choses, pouvoir faire de la marche autant qu'on veut, etc., etc. Pouvoir jouer avec ses enfants, même en étant âgé, etc. Voilà. Est-ce que tu dirais que toi, en tout cas, c'est une autre vie que tu as? Parce que c'est un autre mode de vie. Enfin, dans tous les cas, ta journée type en tant que coach sportif, c'est quoi par rapport à quand tu étais comptable? Ouais. Alors, il n'y a pas de journée type. C'est ça que j'aime bien. Je sais que ma journée va être organisée en fonction de mes coachings. Je vais placer mes coachings en fonction de la disponibilité de mes clients. Parfois, ça peut arriver que ça m'arrange pas, mais je le fais quand même. J'essaye de m'entraîner du coup sur mes temps libres. Donc du coup, chaque jour ne se ressemble pas. Moi particulièrement, je dois essayer de m'entraîner du coup sur du renforcement musculaire et sur de la course pour préparer mes compétitions. Sachant que je fais des courses assez longues, je dois trouver des temps de pause conséquents. Donc j'ai développé une technique pour cela, c'est essayer de me déplacer au maximum en courant, d'accord? Donc j'essaye de venir au maximum au travail en courant et des fois de me déplacer chez des clients en courant. En courant, ok. Et là, je gagne du temps. Je pousse les murs. Oui, parce que toi, il faut que tu t'adaptes à leurs horaires qui sont normalement les classiques. Enfin, soit tu y vas avant qu'ils commencent leur journée de travail, soit sur leur temps de déjeuner, soit en fin de journée. Exactement. Alors, ça va être grosso modo, en général, le matin, le midi et le soir. Si il est possible que j'ai des chefs d'entreprise, etc., qui fonctionnent eux aussi de la même façon que moi, par exemple, travaillent plutôt le matin, midi et le soir, et ça les arrange plutôt d'avoir une séance, je sais pas, dans la matinée ou dans l'après-midi sur des temps creux. Ça arrive et ça dépend aussi pas mal de professions. On n'y pense pas, mais par exemple, on va dire un restaurateur, voilà. Par exemple, oui. Ça peut l'arranger, lui, d'avoir plutôt une séance entre 15h et 16h. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait de coacher des gens sportivement ?
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers le coaching sportif? J'aime bien les gens, j'aime bien découvrir des gens et surtout comprendre comment ces gens-là n'ont pas pu, par exemple, ne pas faire de sport avant. Comment ils ont pu se brider sur certaines choses, rencontrer des profils avec des profils complètement différents. J'ai des coachés, du coup, avec des profils totalement différents. Il y en a qui sont placés par de la prise de poids, du laisser-aller, d'autres des blessures, des accidents. On n'y pense pas, mais par exemple, la maternité, avoir 1, 2, 3 enfants, sur le long terme, on prend du poids, on a moins de temps. Forcément, il peut y avoir des situations familiales un peu plus compliquées que d'autres qui permettent de ne pas faire du sport et donc du coup on oublie le sport. Et moi, je suis un peu on va dire un jardinier. J'essaie de faire germer une petite graine dans leur esprit pour qu'en fait ça devienne quotidien et en fait leur faire comprendre que 1, 2 ou 3 heures de sport dans la semaine, ça leur fera du bien. C'est ce que j'aime au quotidien et surtout il n'y a pas de profil type, pas de personne. Tout le monde est différent. Voilà. Donc, pas de séance classique. Je vais adapter mes exercices en fonction de la morphologie, des blessures, de l'appétence pour certains exercices pour certaines personnes, etc., etc. On ne s'ennuie pas. Je pensais avoir fait le tour sur certains exercices et en fait, j'arrive à quelquefois, sur certains exercices, à modifier et à dire ok, on va faire ça aujourd'hui parce que tu as telle douleur et ça t'aidera pour un autre exercice. Voilà. Donc continue à apprendre toi aussi. On apprend tout le temps. En fait, on apprend des autres et donc du coup, moi des fois, j'adapte même certaines séances en me disant en fait, c'est pas mal de faire ça. Okay. Voilà. Comment est-ce que tu t'es formé, toi, à faire... donc, il y a, on va dire, les 2 ans où là, tu commences à te dire, finalement, j'ai pas... Voilà, la comptabilité, finalement, c'est pas ce que je veux faire. Je veux aller plus vers du coaching. Au fur et à mesure, tu te dis que tu vas créer ton entreprise. Comment est-ce que tu te formes comment est-ce que tu sautes le pas? En fait, c'est assez... C'est pas facile, déjà. On va dire, globalement, en France, pour faire une reconversion professionnelle, on n'est pas forcément hyper aidé, bien accompagné, aidé. Il n'y a pas vraiment de structure qui t'aide pour ça. Déjà, la première chose, c'est de savoir quel diplôme faire, parce que coaching sportif en France, on peut pas le faire comme ça, à part du coaching en ligne. On est obligé de passer par un diplôme. Là, ces dernières années, il y a eu beaucoup de CQP qui sont apparus. Donc, c'est une formation de 3 ou 4 mois de mémoire. Moi, je suis passé par un BPGEPS. Donc, c'est plutôt 1 an de formation, avec un stage en structure. Il faut savoir que déjà, la stabilité financière quand on fait une reconversion professionnelle, c'est la chose qui inquiète tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire une reconversion professionnelle et donc du coup, ça peut être vraiment réducteur pour certaines personnes de se dire « Non, j'y vais pas, je saute pas le pas ». C'est pas possible. Ça coûte cher quand même. Certaines fois, on doit aussi payer le diplôme en plus. Donc du coup, mis bout à bout, tout ça, ça constitue des freins. Et ouais, c'est un frein à sauter le pas en fait. Du coup, moi, je suis parti en négociation. Ok. Et je suis parti en négociation avec mon associé, l'expert comptable, qui me gérait. Et du coup, c'était ma demande. Au bout, en gros, un préavis au bout de 3 mois. Dans 3 mois, tu peux avoir ta rupture conventionnelle. Et donc, du coup, je me suis empressé de chercher une formation pour faire, du coup, coach. Sauf que à Paris, tout était pris. Et à Paris, comme il y a beaucoup de monde, mais peu de formations, plus de place. J'ai dû m'organiser différemment. Je suis allé passer des tests du coup à Lille où pendant 1 an, je faisais des allers-retours entre Paris et Lille. Ah, donc très motivé. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à monter ton entreprise? Tu disais en plus tout à l'heure au tout début du podcast, que t'es en quête et que parfois t'as du mal à faire comprendre à tes proches que t'as des journées chargées, qu'il faut que tu te consacres entièrement à ton entreprise. Donc, comment tu vis ça d'avoir monté ton entreprise? C'est challengeant au quotidien. Donc, je suis un peu pris entre je dois tout le temps travailler pour me constituer une rémunération et prendre du temps pour moi. Et en fait, si je me force pas à prendre du temps pour moi, je le ferai pas. Donc, tu pourrais, par exemple, travailler continuellement dans la journée, faire 7h, 21h. Ouais, c'est ce que je fais du lundi au vendredi, okay. 7h, 21h et le samedi.
de temps en temps. Et oui, parce que les personnes qui travaillent, voilà, parfois le elles te samedi, demandent. c'est pas toute la journée. Mais du coup, j'ai au moins le dimanche pour moi. Et après, je m'adapte un peu comme je veux. Mais l'avantage, c'est qu'en ayant une grande amplitude horaire en semaine, j'ai quand même du temps pour moi en semaine. Donc, notamment pour m'entraîner, pour faire de l'administratif, tous les besoins quotidiens que je peux avoir personnellement. Aujourd'hui, tu as envie de cette activité? Tu as envie bien? J'en vis plutôt bien. Ok. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, comme c'est toi qui te poses tes limites, tu vois, de se dire, ouais, en fait, je pourrais vraiment me faire beaucoup d'argent en faisant beaucoup de coaching et en t'arrêtant pas quand tu dis, il faut que je fasse attention pour prendre du temps pour moi. Est-ce que c'est ça le risque? Alors, le risque, c'est de vouloir prendre trop d'un coup, donc d'accepter faire plein de coaching et en fait de se brûler les ailes et de pas être, on va dire, assez endurant pour pouvoir durer sur le long. Un coach, en général, ne dure pas hyper longtemps dans l'activité et se réoriente au bout de quelques années. Pourquoi? Parce que justement, il est cramé par cette activité. C'est quand même, on va dire qu'au quotidien, on rencontre, je sais pas, on peut avoir entre 4, 5, 6 clients jusqu'à une dizaine de clients par jour. Donc ça veut dire que je parle à 10 personnes différentes. Même si j'adore mes 10 clients dans la journée, au bout d'un moment, beaucoup d'informations, d'accord? De parler à des gens, beaucoup d'informations, de retenir. Et au bout d'un moment, il y a une fatigue psychologique qui devient une fatigue physique et mis bout à bout, on tient pas sur le long terme. Ouais, fatigue chronique et tu peux plus bien accompagner les gens, quoi, parce que En fait, toi-même on t'es passe épuisé. dans la quantité plutôt que dans la qualité. Et certaines fois, en fait, si on n'arrive pas à tenir cette qualité, on devient enfin, c'est comme si on respectait pas plus son travail, quoi. Ok. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle t'es déjà préparé pour le futur. C'est ce que, du coup, je rebondis sur la première question, c'est que on est en quête du coup de ce futur, de comment je vais pouvoir réorganiser mon travail dans les prochaines années. Du coup, il y a une transition à faire. Ok. Et je suis en recherche justement de comment un peu optimiser un peu tout ce coaching, cette préparation physique, l'expérience, tout ce que j'ai emmagasiné, comment pouvoir le développer en étant beaucoup plus efficient au quotidien. Et donc, quand tu réfléchis à la suite et cette solution, est-ce que tu as trouvé une réponse? Alors, il y a plusieurs pistes. Bon, c'est un peu, on va dire, un peu frais dans ma tête, mais bon, forcément, il faut se développer. Donc, on va passer par plusieurs, on va dire, canaux de développement commerciaux. Forcément, je vais essayer un peu plus peut-être de faire du coaching en ligne. Notamment, moi, je suis un peu plus dans le trail. Donc, peut-être apporter un peu plus d'expérience là-dessus, apporter un peu plus de spécificité sur la préparation, notamment les courses que j'ai fait, comment se préparer au mieux, notamment sur le renforcement musculaire. Adapter aussi quelque chose que j'ai remarqué, le trail est en train de devenir un sport un peu de CSP+, donc du coup, plus de moyens, mais moins de temps. Donc du coup, il faut pouvoir proposer des coachings et des programmations très efficaces. Et c'est un peu mon combat que je vais essayer de mener ces, on va dire, prochains temps. Je sais pas si c'est en mois, en année, je sais pas. Mais j'aimerais beaucoup me développer là-dessus. Donc peut-être rentabiliser, c'est-à-dire faire une sorte de contenu en ligne où c'est des vidéos et comme ça tu les proposes. Exactement. Si j'ai bien compris. Voilà, faire des programmes, comment exécuter certains exercices, mais alors du coup on rentre pas forcément dans un renforcement musculaire classique, mais plus spécifique. Comment, par exemple, mieux gérer les descentes en trail, etc., ou les montées, un retour d'expérience. Tu disais que toi, c'était important dans ton quotidien d'essayer de trouver du temps pour toi te entraîner. Et là, maintenant, si je te parle un peu de ta vie perso autre, comment est-ce que tu arrives à trouver un équilibre? Parce que tu nous disais une plage horaire hyper longue, 7h, 21h. Comment est-ce que tu arrives à avoir tes amis, à avoir une vie à côté autre que le sport, tu vois, dédié vraiment à autre chose? Est-ce que tu as trouvé? Ouais, j'ai des amis sportifs aussi. Ok, donc vous faites déjà, du sport ensemble. Ça aide. J'ai notamment un de mes meilleurs amis avec qui je fais mes courses. Donc on est parti à La Réunion, par exemple, ensemble faire le Grand Raid. Donc déjà, ça aide. Après, je trouve toujours du temps pour voir mes amis. Heureusement
que la quantité est moins importante que la qualité des moments. Donc, on va dire que je me réserve du temps pour les voir un temps un peu plus qualitatif que quantitatif, et j'essaye de les attirer dans ma roue. Donc je me souviens bien qu'il y a quelques années, mes amis, on était 2 à courir dans mon groupe. Maintenant, bizarrement, quasiment tous ont fait au moins un 10 km ou un semi-marathon, marathon, trail, etc., etc. Bon, je dis pas que c'est moi qui les ai entraînés forcément là-dedans, parce que de toute façon, c'est eux qui décident. Mais je suis, on va dire, plutôt content de pouvoir partager ça, parce que c'est des choses qu'on doit pas forcément cocher dans sa vie, mais c'est quand même sympa. Et dans ta vie, toi, est-ce que tu t'autorises, parce que bon, là on voit pas mal, tu vois, d'injonctions sur Instagram, YouTube, avec des personnes qui sont très sportives et qui ont du coup une sorte de quotidien, tu vois, très rythmé, avec pas mal d'affirmations. Ils boivent pas, ils mangent pas gras. Alors la rigueur, on va dire au niveau de l'alimentation, je fais plutôt attention à ce que je mange. J'essaye d'avoir mes apports en protéines, glucides, fibres, etc. De temps en temps, ça m'arrive de boire de l'alcool, ça... Voilà, T'es pas fermé complètement Non. Moi, je le suis pas. Je sais que certains le sont. Sur Instagram, alors, faut faire attention à ce qu'on voit. Ouais. Parce que on nous montre ce qu'on veut, évidemment. Évidemment que certains sont vraiment comme ça, mais je pense que si on creuse un petit peu, beaucoup ne le sont pas, ou font d'autres choses qui sont pas du tout en accord avec cet état d'esprit. Dans mon cas personnel, non. Moi, déjà... J'essaie de profiter quand même un peu de la vie. Voilà, on va dire ça. Et déjà, si on arrive à faire attention à ce qu'on mange, justement, ne pas trop boire... Bon, l'alcool, je bois pas beaucoup, hein, mais faire attention. Bien dormir, c'est le plus important. Pour moi, le sommeil, c'est vraiment beaucoup plus important que l'alimentation. D'accord ? Ça permet à son corps de se régénérer, notamment sur les inflammations, tenir toute la journée, etc., etc. C'est déjà bien. Est-ce que tu arrives à prendre de la distance quand tu parles à tes proches ? Le regard que je peux avoir vis-à-vis de mes proches. Non, et puis même la personne que toi t'es dans la vie de tous les jours, je suppose que t'as quand même bien conscientisé que t'étais coach et que tu vois, t'as des façons de parler pour soutenir les gens. Est-ce que t'arrives à faire cette différence-là quand tu parles à un client et quand tu vas parler à tes proches ? Tu incarnes quand même un coach, il y a un état d'esprit au quotidien, tous les jours. Est-ce que t'arrives à te mettre en mode le Florian qui n'est pas coach ou pas ? Non, parce que en fait, c'est moi. Du coup, en réalité, il n'y a pas de, on va dire, de costume de coach. C'est que au quotidien, j'essaye d'être moi-même et je suis plutôt 100% moi-même quand je suis en coaching. Ça veut dire que il n'y a pas de barrière avec certains coachés, quoi. Mais d'où le fait que peut-être c'est épuisant quand tu disais de prendre... Enfin, en fait, si tu... toute la journée... Oui, j'ai pas de... On va dire, j'ai pas ce petit recul que je peux avoir avec certains coachés. De dire, ok, non, mais ne me raconte pas ta vie perso, je m'en fiche, etc. Non, honnêtement, en vrai, en réalité, je m'en fiche pas. Parce qu'il faut comprendre que, par exemple, quand on va à domicile chez un client, on rentre chez quelqu'un. Donc, on met les 2 pieds chez quelqu'un et chez la famille de cette personne. Du coup, on rentre vraiment dans une sphère... intime ? Ouais, privée, intime. Et on peut être vu comme je sais pas, en fonction de la personne, un neveu, un cousin, ou je sais pas. Et en fait, j'ai même des coachés avec qui on peut certains me racontent des choses, c'est possible, qui n'en parlent pas à leurs amis ou qui n'ont pas encore eu l'occasion d'en parler à leurs amis. Donc du coup, je suis un peu comme... T'as un petit rôle de psychologue en même temps que totalement. coach. Un rôle de psychologue, mais peut-être plus d'appui, d'aide. En gros, c'est un peu le coaching aussi, des fois, bon, au-delà du fait de progresser musculairement, d'avoir un programme, de s'y tenir, c'est aussi une décharge mentale pour beaucoup de personnes. C'est une décharge mentale, ok. Je viens, je me défoule, je repars. C'est leur moment et c'est ok. Et c'est ça qui te plaît aussi, du coup. Voilà, j'aime surtout faire transpirer les gens et les mettre à bout. Okay. Mais j'aime beaucoup aussi le fait qu'une personne arrive tendue et reparte détendue. Et je parle pas de muscles. Mais pour beaucoup, c'est un aspect... c'est important qu'on soit à l'écoute. Et je suis plutôt content d'avoir aussi ce rôle de détendre les gens, de détendeur.
J'ai un rôle de détendeur. Cool, Ils se défoulent, ils repartent. Et en fait, c'est aussi faire le plein d'énergie que d'avoir fait une séance où certaines personnes, toute la semaine, elles font vraiment boulot. Elles rentrent chez elles, je sais pas, elles accompagnent leurs enfants à l'école, elles s'occupent des enfants et en fait c'est un peu un moment pour eux. C'est on va dire un bel outil pour s'évader pour certaines ou certains. Je voulais te demander, il me semble qu'on est à peu près de la même année, tu as passé la barre des 30 ans et en ce moment je m'interroge sur ce que le passage à la trentaine a pu causer ou pas chez certaines personnes. Ta transition, tu l'as faite juste avant ce passage-là. Tout à fait, 29 ans. Et tu penses que ça a eu un impact ou est-ce que tu considères que toi ça a eu un impact ou pas sur toi, ce passage à la trentaine? Alors, le premier impact que ce passage à la trentaine a eu sur moi, c'est un lumbago. La semaine de mes 30 ans, je me suis bloqué le dos. En faisant du sport, du coup? Il me semble que c'était en faisant du sport, mais même pas particulièrement. Je crois que je me suis réveillé un matin, j'avais le dos bloqué. Et là, je me suis dit, ok, en fait, peut-être qu'à 30 ans, on commence à régresser. Quelle horreur, punaise. Et voilà, c'est le premier impact que j'ai eu. Sinon, mentalement, c'est vrai que la barrière le 3 et le 0, ils font un peu réfléchir. Et vis-à-vis des parents, en fait, quand les parents te rabâchent que moi, à 30 ans, j'avais déjà fait ci, j'avais fait ça, mais c'est pas la même époque. Pas la même époque, pas du tout les mêmes situations, que ce soit économique, financière, même juste la situation familiale, c'est plus la même chose. Du coup, il y a un peu une prise de conscience. Mais on va dire que c'est plus entre 28, 29 ans que je l'ai eu qu'à 30 ans. 30 ans, ça a été vraiment le changement radical. 28, 29 ans, c'était une montée en puissance pour ce changement, en fait. C'est un peu comme une deadline qu'on voit arriver. Pour moi. Après, ça aurait pu être à 29 ans aussi, hein. C'est possible. Toujours dans cette veine un peu des 30 ans, il y avait des choses, toi, des injonctions que tu t'étais mise il y a 10 ans, en te disant j'aurai certaines cases qui seront déjà cochées. Ouais. Je pense que on va dire les enfants, le mariage, etc., c'est quand même un truc, on est un peu influencé, si je puis dire, par ce qu'on peut voir à la télé ou même quand on était petit, les séries des années 90, etc. C'est un peu des clichés. Il y a un peu des clichés. Et en fait, j'ai l'impression que personnellement, depuis, on va dire, Covid, etc., il y a eu un changement un peu psychologique. Donc, je parle du Covid, mais parce que en fait, il y a eu un temps un peu de réflexion pour chacun. Et j'ai l'impression, pas forcément le Covid qui m'a permis cette réflexion, mais chez beaucoup de gens, je l'ai remarqué. Justement, par rapport à tes proches, toi, est-ce que ça te met une pression en particulier ou pas? Ou justement, comme tes potes sont pas encore mariés, n'ont pas encore des enfants, sont en train de se reconvertir aussi, du coup, tu te dis, oh, ça va, j'ai plus le temps que je le pensais. Je vais pas me comparer à mes amis ou à ma famille, parce que j'ai un frère qui a 2 enfants mariés, mais je pense que tout le monde est différent. On a tous un chemin différent et il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Ça doit arriver quand ça doit arriver. Et donc toi, tu t'es enlevé cette pression-là Ouais, je me la suis enlevée, moi, depuis un petit moment quand même. Ok. Parce que j'ai envie de faire ce que je veux. Et en fait, je pense que si on force la chose, on va mal le faire. Ça doit arriver quand ça doit arriver. Après, bien sûr que j'ai envie de me marier, bien sûr que j'ai envie d'avoir des enfants. Mais tu te sens pas... Enfin, si c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, quoi. C'est pas prévu d'avoir des enfants tout de suite. Ok. Voilà. Et par rapport à ton changement de vie, cette reconversion, est-ce que tu as eu des... tu vois, comment ça a été perçu par tes proches? Est-ce que tu as bien été soutenu? Ou est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit mais tu te rends compte, tu vas partir d'un job stable Ma mère, surtout ma mère, qui m'a dit t'es sûr de toi? C'est ce que t'as envie, etc., etc. Mais pas plus de pression que ça. Parce que je lui ai dit, on a discuté et qu'elle devait me faire confiance et que au pire des cas, je retrouverais un travail en comptabilité ou autre et que j'avais cette sécurité-là. Du coup, j'ai pu le faire
Et notamment la formation qui dure 1 an, c'est quand même aussi engageant pour moi. J'étais quand même assez responsable de ce changement. On me l'a pas imposé, c'est moi qui l'ai choisi, donc du coup je devais être plutôt motivé. On va dire qu'on a plutôt jugé ma motivation à ce moment-là. On a vu que j'étais motivé, du coup on m'a un peu, on va pas dire laissé tranquille, mais on n'a pas trop cherché, on s'est plutôt dit du côté de ma famille, bon on verra. On arrive un peu vers la fin, tu vois, de l'épisode et je me demandais, tu as parlé là de, tu réfléchis aux prochains mois ou aux prochaines années pour te préserver. Une petite question un peu challengeante qui fait un peu peur, mais on sait bien que les personnes qui sont sportives, elles doivent prendre une retraite peut-être plus anticipée que la plupart des autres personnes. Tu m'arrêtes après si je me trompe, mais est-ce que ça aussi, c'est des choses auxquelles tu as réfléchi pour la suite et qui te font peur? J'y réfléchis et je pense que tous mes collègues coachs le pensent aussi. En fait, faut prendre du temps pour soi, justement. Passer par du stretching, des étirements, du repos, etc. Pour pas se blesser. Garder une santé mentale aussi pour de la durabilité. Bien évidemment que je vais pas coacher jusqu'à 60 ans, c'est sûr. Il y aura un changement, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas où, avec qui, pourquoi, mais c'est un peu ce qu'on Tu as déjà cherche. pensé en tout cas. On y pense tout le temps. S'il y a 10 ans on me disait... si on m'avait dit oui Florian tu seras coach et que tu auras ta société et que tu seras avec telle personne, j'aurais dit non mais n'importe quoi. Genre, c'est pas possible. Et tout le monde, il y a 5 ans, si on se pose la question, qu'est-ce que tu feras dans 5 ans ? Personne n'aurait pu se dire, je serai là, j'habiterai ici avec cette personne, je ferai ci, je ferai ça. Impossible. Vu la place qu'a le sport aujourd'hui dans ta vie, est-ce que tu devrais partager le quotidien avec une personne où le sport n'est pas aussi important ? Alors, je partage le quotidien d'une personne où le sport n'est pas aussi important. Ok. Ou qui n'a pas forcément le temps ou l'envie que ça devienne aussi important, mais qui fait attention à elle, a une pratique sportive quotidienne, et moi, c'est OK. D'accord. Ça me convient. Évidemment que je suis conscient qu'on ne peut pas faire forcément autant de sport que moi, ou plus même, ou plus. Hein. Ouais, ça, j'en suis conscient. Ok, très bien. Et je propose qu'on finisse sur ces paroles-là. Merci à toi, Florian. Merci, Désiré. En échangeant avec Florian, je me suis rendu compte que comme lui, on m'a déjà rabâché. À 30 ans, j'étais déjà mariée, j'avais un enfant, j'avais acheté mon appartement, j'avais construit ma vie. Malgré nous, ça nous ramène à cette idée d'horloge sociale dont je parlais dans un des précédents épisodes. Cette impression qu'il y aurait un âge pour cocher certaines cases. Mais en me penchant un peu plus sur la documentation sociologique, j'ai découvert que la plupart des seuils sociaux, et je parle bien d'un point de vue sociologique et non pas personnel, la stabilité financière, l'achat d'un premier bien immobilier, le mariage, un enfant, se déplacent progressivement. Aujourd'hui, ces étapes arrivent souvent bien plus tard qu'avant et surtout de manière moins linéaire. Donc si certains trentenaires m'écoutent et se considèrent en retard, je vous rassure, il faut comprendre que les trajectoires de vie ont profondément changé et que ce phénomène devient de plus en plus courant. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner. À très vite sur Enquête.